thème de la conférence, de la présentation, quelles sont les mesures essentielles à prendre pour se préparer à une cyberattaque. Évidemment, là, on ne va pas faire un catalogue, on va plutôt essayer de donner en 25 minutes, une demi-heure, des pistes, des éléments de réflexion. Et évidemment, je suis là pour répondre à vos questions si vous en avez au cours de la présentation. Cela va de soi, vous n'hésitez pas à m'interrompre. D'abord, je me présente, je suis Patrice Duhem, donc je suis consultant senior chez Onyx Group, chef de projet GRC, donc gouvernance, risque, conformité, et je suis un auditeur certifié ISO 27001. Le plan de la présentation est le suivant. On va démarrer par les préalables, parce que mettre en place un système de sécurité de l'information ne se fait pas comme ça de façon abrupte. Il y a un terrain à préparer, il y a des éléments à prendre en compte au démarrage si on veut que le déploiement de cette politique de sécurité du système d'information soit valable et puisse être correctement mis en place. Ensuite, on passera une partie maturité cyber. Avant de faire quoi que ce soit, il faut évidemment faire un état des lieux et savoir sur quoi on va travailler et quelles sont nos forces et faiblesses. Ensuite, une fois qu'on a trouvé les faiblesses, les vulnérabilités, quelles réponses on apporte à ces vulnérabilités. Et en général, dans la plupart des cas, les organisations s'arrêtent là. Point très important, les deux suivants. L'entraînement. Si vous ne mettez pas à l'épreuve les éléments que vous avez mis en place, vous ne savez pas s'ils marchent. Et l'accompagnement, c'est difficile de faire tout soi-même. Donc dans ces cas-là, ne pas hésiter à se faire accompagner. Bienvenue. Donc, installez-vous. On démarre à l'instant. Donc les préalables. C'est des choses qui paraissent évidentes, mais qui ne sont pas faites dans la plupart des cas. Au niveau de la collectivité, c'est déjà avoir conscience de l'importance du sujet. Ce matin, on a vu le maire de Houille qui disait il y a 80% de communes qui font moins de 3500 habitants, et sur ces 80%, il y en a plus de 50% qui n'ont pas conscience de l'importance de la cybersécurité. Pourquoi? Parce qu'on est petit, pourquoi nous? Ils vont plutôt attaquer quelqu'un qui est plus gros. Non, bien sûr, la mairie de Lille s'est fait attaquer, il y a des grosses métropoles et des grosses collectivités qui se font attaquer, mais le cybercriminel, il est là pour faire de l'argent. Et vos données individuellement n'ont pas plus de valeur que la donnée qui est détenue par Lille ou par Paris ou par Marseille. Donc, plutôt que de faire et de s'attaquer à un gros bastion médiatique comme une grosse métropole, ben, il va peut-être privilégier justement des petites collectivités qu'il va se dire bah, elles sont moins bien protégées, elles ont moins de budget, donc je vais avoir plus de facilité à rentrer et je vais faire le même chiffre d'affaires parce que je vais en prendre 20 au lieu d'en prendre une. Donc, avoir conscience de l'importance du sujet, c'est essentiel, et si on n'a pas cela, le reste devient compliqué. Deuxième point, soutenir au plus haut niveau la démarche. C'est-à-dire que ça ne peut pas être l'idée d'un chef de département, d'un DSI. Il faut que la démarche de sécurité du système d'information soit soutenue par le maire directement ou l'élu au numérique dans les collectivités, dans les mairies, et dans les collectivités par le président. Il faut que ça vienne du haut et que cet engagement soit fort et connu. Dans les politiques de sécurité des systèmes d'information qu'on rédige ou qu'on aide les collectivités à rédiger, la première page, enfin il y a la page de garde, la première page derrière, c'est la lettre d'engagement du maire ou du président de la collectivité, qui dit, voilà, c'est important, voilà ce qu'on va faire, ça s'impose à tous, et je signe. Et là, non seulement l'engagement est fort, mais il est connu, il doit être diffusé à travers l'ensemble des collaborateurs. Et puis, les paroles, bien sûr, il peut dire je m'engage fortement. Si derrière, il n'y a pas de libération de budget pour mettre en place le système de sécurité de l'information, c'est comme si rien n'était fait. Un engagement, c'est une parole forte, mais avec les moyens de la réaliser.
Le troisième point, c'est avoir une démarche organisée et structurée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a décidé de mettre en place un système de sécurité de l'information, il ne s'agit pas de dire, bon, bah, ah oui, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, tiens, il y a un tel qui nous propose un logiciel qui va tout faire, pas de problème, on va l'installer, puis notre problème est réglé. Non. La démarche organisée et structurée, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on réfléchisse de quelle manière et avec qui dans l'organisation on va mettre en place ce système de sécurité de l'information. En sous-titre, ça veut dire qu'il va falloir définir les enjeux et les objectifs. Pour une mairie, alors, ça paraît évident, mais pour une mairie, c'est quoi les objectifs essentiels? Il faut revenir à la base. Et c'est un service aux administrés, ça va être de l'urbanisme, ça va être de la police municipale pour la sécurité. Bon, il faut revenir à quels sont mes objectifs essentiels. Derrière ces objectifs, on va avoir des activités essentielles et des processus clés qui vont aider à l'atteinte de ces objectifs. Et derrière, on va avoir des données sensibles qui vont être utilisées et récupérées pour l'atteinte des objectifs. Mais en bout de chaîne, c'est toujours l'atteinte des objectifs. Donc si vous n'avez pas défini ça, vous ne pouvez pas décliner jusqu'à la racine les éléments importants de la structure. Deuxième point, c'est définir les rôles et les responsabilités. C'est bien de dire on va faire des choses. Si on ne donne pas la responsabilité à quelqu'un ou à une fonction, en lui disant, voilà, tu es responsable de tel point. Et tu dois faire, pour le mettre en place, ceci et cela. Là, on met en place une vraie organisation qui est structurée, qui va permettre le déploiement de la politique de sécurité de la collectivité. Donc les préalables, il faut d'abord ça avant de commencer à se lancer dans une démarche active. La maturité cyber. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au départ, avant de faire quoi que ce soit, il faut évaluer à quel point on en est. Donc il faut évaluer sa maturité en termes de cybersécurité. C'est-à-dire faire un état des lieux, faire un audit, ce qu'on appelle un audit de maturité. Et en fonction de la taille de la collectivité ou de la mairie, il faut prendre le bon dimensionnement. Sur une petite commune, on ne va pas prendre les normes ISO 27001, 114 mesures complexes, ça n'a pas de sens. Donc le mieux pour des petites communes, c'est, lorsque l'on fait l'audit de maturité, de se référer au guide des TPE de l'ANSSI. Il y a 13 règles essentielles qui couvrent l'ensemble du domaine et qui sont précises, et ça va permettre à la commune d'avancer. Pour des communes ou des organisations plus importantes, il y a le guide d'hygiène de l'ANSSI. Là, on est sur 42 mesures, 42 règles. Et évidemment, sur des très grosses, sur des métropoles ou sur des très grosses organisations, là, on prend la norme ISO 27001 avec les 114 mesures. Mais on se dimensionne par rapport à la taille de la communauté. Alors, taille, ça peut être taille en nombre, pour une mairie, en nombre d'administrés, mais c'est aussi en termes de complexité du système d'information. L'audit de maturité va donner quoi? À la fin de cet audit, on va pouvoir évaluer ses forces et ses faiblesses. Et là, voir sur quel domaine on est les plus faibles. Les forces, c'est bien, on est content, mais l'important, ça va être les faiblesses. Parce que ces faiblesses vont nous permettre de connaître les vulnérabilités du système d'information. Alors, pour être synthétique, évidemment, certains pourraient me dire « Oui, mais l'analyse de risque, elle est où, là ?» Bon, pour ceux qui voudraient que je parle d'analyse de risque, elle se situe là, évidemment. C'est à partir du moment où on est en train d'évaluer les forces et faiblesses, les données essentielles, les processus clés, les activités principales, qu'on va déterminer après et faire notre analyse de risque. Mais, en parlant uniquement de l'audit de maturité, donc, on connaît ses vulnérabilités. Dès qu'on connaît ses faiblesses, et les vulnérabilités et les faiblesses vont nous permettre également de s'adapter à l'état de la menace. C'est-à-dire qu'il faut voir aussi quelles sont les menaces. Parce qu'on va répondre à une menace, et c'est le but du système de sécurité de l'information. Donc, connaître ces vulnérabilités, une fois qu'on les connaît, on établit des axes d'amélioration avec un plan d'action, et toujours
des personnes, des rôles, qui fait quoi, comment, où. Voilà. Toujours assigner des tâches à des personnes précisément qui sont responsables de ces tâches. Les réponses aux vulnérabilités. Ces réponses sont de 3 ordres. Il y a le plan technique, et d'ailleurs c'est la première chose à laquelle on pense en général. Dès le départ, oh là là, il nous faut un antivirus, oh là là, il nous faut un firewall, oh là là, technique. C'est vrai, elle est indispensable. Mais, donc à 80% on pense à ça. Les 20% disponibles dans notre cerveau, on l'utilise à se dire, tiens, si on faisait un peu d'organisation là-dessus, quand même, ça serait pas mal. Et puis en général, on s'arrête là. L'humain, oui, ok. C'est important, hein, mais quand même, ce qui est important, c'est la technique, l'organisation. Non. 80% des attaques, elles passent par l'humain, parce qu'il se situe entre le fauteuil et l'écran. Donc si vous ne vous en occupez pas, ça ne sert à rien. Alors, on va reprendre chacun. Je ne vais pas aller dans le détail, mais ce sont des exemples simplement. Sur un plan technique, évidemment, il y a un minimum, une base minimum. Cela va être l'antivirus ou l'EDR qui va permettre de repérer les malwares qui arrivent sur le système ou sur le poste de travail. Ça va être les firewalls avec... alors les firewalls, on a plutôt un auditoire technique, donc je ne vais peut-être pas expliquer ce que c'est, mais en 2 mots, c'est les règles qu'on va établir pour définir quelles sont les données que l'on veut voir entrer dans son système et quelles sont les données qu'on accepte de laisser sortir du système. La segmentation des réseaux, extrêmement important également, qui permet, lors d'une cyberattaque, de circonscrire l'attaque à un module, à un SI. Si on a bien segmenté, on évite, avec un firewall, on évite que l'attaque aille se propager dans l'ensemble du système d'information. Durcissement des postes de travail, donc avec les mots de passe et les serveurs. La gestion des accès, important la gestion des accès. C'est une mesure organisationnelle qui ne coûte rien, mais qui est d'une efficacité redoutable. Gestion des accès, à partir du moment où vous limitez au minimum de ce dont la personne a besoin pour travailler ses accès, que lorsqu'elle change de poste, vous n'oubliez pas de dire l'accès à cette application, tu n'y as plus droit, toi. Dans ton nouveau poste, elle ne te sert à rien, donc on la retire. Voilà, on va te donner une autre. Voilà. Donc cette gestion des accès qui est souvent laissée de côté, est très importante. Bon, la MFA, ok, et la mise à jour des correctifs, ça, les DSI les connaissent bien maintenant. C'est quoi la MFA? C'est l'authentification multifacteur, c'est-à-dire que mot de passe et puis confirmation sur le smartphone. Oui, ou à 2F. Organisationnel. C'est quand même un élément important, l'organisationnel. La technique, elle est indispensable. On ne peut pas faire sans, on est d'accord. Mais il y a un certain nombre de mesures techniques, parce que la technique, souvent, elle a un coût. Et elle a un coût financier immédiat. On peut parfois éviter un coût financier immédiat par de l'organisationnel. Si on gère, je parlais tout à l'heure de la gestion des accès, ce n'est pas quelque chose qui coûte quoi que ce soit. Et puis, si les règles de bonne conduite sont bien organisées, sont bien diffusées, etc., avec de l'organisationnel, on peut nettement améliorer le système, la sécurité du système d'information. Alors, ça veut dire quoi l'organisationnel? C'est en général avoir un RSSI, un responsable de la sécurité du système d'information, qui est à la tête et qui pilote l'ensemble de la sécurité du système d'information. L'idéal, c'est qu'il ne soit pas la DSI. La DSI, on lui demande, ce sont des informaticiens à qui on leur demande de faire fonctionner avec un maximum d'efficacité les systèmes pour un rendu opérationnel. C'est compliqué de leur demander en même temps d'appuyer sur le frein de la sécurité et de leur dire d'aller mieux sur l'efficacité. Donc, en général, et à ce moment-là, on met quand même sur la tête du DSI la responsabilité de dire « bon, je vais faire un peu moins d'efficacité opérationnelle pour augmenter un peu la sécurité ». Et on lui laisse cette responsabilité de choix, ce qui n'est pas la sienne normalement.
Donc le mieux, c'est en général que le RSSI soit en dehors de la DSI. On en trouve à la RH, on en trouve... Bon, après, chaque organisation fait comme elle veut. Le SMSI, c'est le système de management de la sécurité de l'information, c'est-à-dire que le RSSI, on peut organiser le fait que dans chacune des directions métiers, il est peut-être un correspondant qui va relayer ce qu'il va pouvoir dire au niveau sécurité. Voilà, ça va être l'organisation de la sécurité au sein de l'organisation. Ensuite, c'est aussi une PSSI, une politique de la sécurité des systèmes d'information. C'est important d'avoir un cadre qui définit comment on va fonctionner et comment cette sécurité va s'appliquer à l'ensemble de l'organisation. Et cette PSSI, elle va notamment, ce que j'évoquais tout à l'heure, dire qui fait quoi, comment, quand, où. Voilà, on organise avec des responsabilités. On va définir qu'il y a des porteurs de risques, qu'il y a des propriétaires d'applications, et que ces gens-là, eh bien non, c'est pas un titre que vous avez sur l'épaule, c'est une responsabilité en termes de sécurité de ce dont vous êtes responsable en termes de risque, par exemple. Les chartes et les procédures viennent compléter la politique, et cette politique, en général, elle est appuyée, comme je le disais tout à l'heure, par un engagement fort du plus haut management. Donc le maire pour la mairie ou le président pour les organisations collectivités. Ensuite, PCA, PRA. Donc plan continuité d'activité, plan de reprise d'activité, indissociable du plan de continuité informatique et du plan de reprise informatique. Le plan de continuité des activités, c'est un élément essentiel. C'est le premier élément dont vous allez vous servir lorsque vous êtes attaqué. C'est lui qui va vous guider sur comment continuer à fonctionner en mode dégradé. C'est un gros travail, ça veut dire s'être rapproché de l'ensemble des directions métiers en leur demandant, bon ben vous fonctionnez comme ça avec le PC, c'est très bien. Bon maintenant, demain vous n'avez plus de PC, vous fonctionnez comment? Demandez à une direction des achats dans une mairie comment elle fonctionne. Ah, les appels d'offres? Non, vous ne les recevez plus comme ça, vous allez les recevoir par courrier maintenant. Ah non, vos cahiers des charges, crayon papier. Là, vous vous apercevez que les directions métiers comprennent ce que c'est qu'une cyberattaque. Ah oui. Ah ouais. Bon, alors maintenant, expliquez-moi comment on peut fonctionner au mieux en mode dégradé. Ça, c'est la continuité. Mais derrière, il y a aussi la reprise. Et là, la reprise, elle va être en fonction aussi de la reprise informatique. C'est pour ça que les deux sont indissociables. Organisationnel, préparation à la gestion de crise. Essentiel. C'est des choses totalement oubliées, ça. Ça n'est pas considéré comme prioritaire. Ça l'est. Plan de continuité d'activité, préparation à la gestion de crise, c'est prioritaire. Vous pouvez avoir fait un plan de continuité d'activité qui, sur le plan théorique et intellectuel, est extrêmement satisfaisant. Qu'est-ce qu'on a bien travaillé, vous avez vu, on a pensé à tout, c'est nickel. Préparation à la gestion de crise, mettez-le à l'épreuve. Hein, voilà, maintenant, exercice de crise, l'exercice de crise, on y viendra plus tard. Mais voilà, comment on fait une cellule de crise? Quel est le chemin d'alerte? Qui s'aperçoit qu'on a été hacké? Qui on prévient en premier? Le maire, le DSI, et après comment on s'organise? Qui décide de réunir la cellule de crise? Donc tout ça, ça doit être organisé et prévu. Et encore une fois, c'est toujours le qui fait quoi, etc. Dans une cellule de crise. Qui on fait venir dans la cellule de crise? Qui est le noyau? Quels sont ceux qui peuvent venir de façon intermittente? Et puis, il faut penser aussi aux partenaires. Vous travaillez aussi avec des infogérants, vous travaillez aussi avec des partenaires qui vous ont dit ah ben, nous, sur notre application, vous n'avez pas de souci à vous faire, hein, on gère toute la sécurité. Ben là, on va le voir dans la gestion de crise. Voilà. Si on a ce problème-là, on fait appel à vous pour tel point. Et c'est mis dans le contrat exigence de sécurité. Etc. Et puis, le troisième ordre, dont on s'occupe assez peu, finalement, même si on en parle beaucoup, la sensibilisation à la formation. Alors, pourquoi je dis on s'en occupe pas beaucoup? Si, beaucoup de gens vous parlent de sensibilisation en formation, si on est sensibilisé. On ne regarde jamais l'efficacité de la sensibilisation.
Si vous envoyez une capsule de sensibilisation, je ne sais pas moi, tous les mois sur le PC de tous les collaborateurs, et que la capsule, c'est 10 minutes, un quart d'heure de sensibilisation, c'est sûr que personne ne regardera. Personne ne va consacrer un quart d'heure ou 10 minutes. À ce moment-là, il y a toute une mécanique de stratégie de sensibilisation qui est à mettre en place. Compte tenu des différents services, compte tenu des différents agents, qu'est-ce qui est le plus adapté? Peut-être que c'est une capsule de 3 minutes. 3 minutes, là, tout le monde. Vous recevez un email, 3 minutes. Ah ouais, 3 minutes, je le fais. Là, ça passe. Et vous faites ça tous les mois ou tous les 15 jours, et vous allez avoir une vraie sensibilisation. Cette sensibilisation, elle peut être complétée par de la formation en fonction des postes. Un point dont on ne parle jamais, tabou. Anticiper le choc psychologique. J'étais étonné que le maire de Houille n'en parle pas. Quand vous êtes cyberattaqué, les organisations et les agents, vous prenez une claque monstrueuse. Vous êtes sidéré, et c'est extrêmement dur. Surtout quand on a travaillé à la sécurisation, qu'on a mis en place un système qui tient la route, etc., de voir tout s'effondrer comme un château de cartes et d'être complètement impuissant, en tout cas dans les premiers temps, c'est quelque chose de très dur psychologiquement. On a régulièrement, alors moi j'ai des exemples dans le privé, mais je suis sûr qu'ils existent aussi dans le public, mais des DSI qui font des burn-out. C'est-à-dire qu'il y a la crise, ils ont tellement de pression qu'au bout de une semaine, burn-out. Vous faites comment avec votre plan de continuité d'activité sans DSI pour le mettre en marche Donc voilà, tout ça, ça s'anticipe. Et ne pas oublier le choc psychologique. Les agents, quand vous voulez faire fonctionner une activité où plus personne n'ose ouvrir un mail, ouvrir une pièce jointe, cliquer sur un lien, mais vous faites comment pour fonctionner? Vous ne fonctionnez pas. Donc, anticipation du choc psychologique. Un point important, etc. L'entraînement. Donc, souvent, on a fait tout ce qui était avant, et puis là, non, le budget, on va le remettre à la technique, à l'organisationnel. L'entraînement. Essentiel. Comment vous pouvez être certain que ce que vous avez pensé, ce que vous avez mis en place fonctionne, si vous ne le mettez pas à l'épreuve? Donc s'entraîner pour diminuer les risques en termes préventifs, ça va être tout ce qui est test de phishing. Quand toujours le maire de Houille vous dit on a été cyberattaqué sévèrement il y a 2 ans et demi, aujourd'hui on fait des tests de phishing, il y a encore 40% d'agents qui cliquent n'importe comment et qui mettent leurs identifiants, leur mot de passe sur... voilà. Bon, plus vous en faites, alors il ne faut pas non plus saouler les agents, ils ont aussi un travail à faire, mais tests de phishing, important. Bien fait les tests de phishing, ce n'est pas non plus des tests de phishing tout faits, il faut les adapter à une population, à une cible, voilà, ça se travaille. Deuxième point, s'assurer que les dispositifs sont opérationnels. Là on est dans le curatif. Faire des tests de restauration, c'est bien beau de dire, oh, mais je sauvegarde, il n'y a pas de souci. De toute façon on a en plus redondé, on a 2 sites séparés, blabla, parfait nos sauvegardes. Mais si vous ne les avez jamais restaurés, comment vous savez que ça fonctionne? Comment vous savez, même si ça fonctionne, que vous avez l'intégrité de vos données? Le seul moyen, c'est de faire des tests de restauration, un plan de test de restauration, et puis toutes les parties du SI. Voilà, au bout d'une année, vous allez passer en revue toutes les restaurations. Les exercices de crise. Je parlais tout à l'heure du PCA-PRA, ce beau document magnifique, la gestion de crise, oui, la cellule de crise, le jour où eh bien, on appelle un tel, ok. Si vous ne faites pas un exercice de crise pour le mettre à l'épreuve, vous ne savez pas si ça fonctionne. Et vous ne verrez pas les points qui sont souvent des points de détail, mais qui vont faire achoper toute l'affaire. C'est-à-dire que votre plan de continuité d'activité il va être inutilisable si il est sur le système. Si vous n'avez pas prévu un exemplaire papier, parce que le jour où vous n'avez plus de système, vous faites comment si votre PCA il est dans le système? Donc, vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Donc,
des fiches réflexes, qui on appelle, qui on réunit, est-ce qu'on appelle l'ANSI, est-ce qu'on a un prestataire de réponse à incident, est-ce que... Voilà. Exercice de crise, ça permet de de confronter ce que l'on a prévu, ce que l'on a imaginé à la réalité. Les exercices de crise, ça apprend ça vous donne un nombre d'informations incroyables. Nous, on en fait régulièrement, chez les clients privés comme publics. Alors le public est un peu plus habitué parce que c'est exercice de crise sur l'inondation, donc il y a une culture de l'exercice de crise qui existe en plus dans les organisations publiques. C'est dommage de ne pas faire la même chose pour la cyber. Voilà, parce que d'ailleurs il y a une autre conférence, vous avez peut-être assisté pour comment l'intégrer au PCS. Voilà, mais non, c'est important ces exercices de crise, de les mettre en place, de les faire. Et souvent, on s'aperçoit on réunit la cellule de crise, oui, ok, on n'a plus, la téléphonie ne marche plus, comment on prévient, où est l'annuaire, on n'a plus les mots de passe. Voilà. Donc, il y a des petites méthodes simples à faire. Mais voilà, ça permet vraiment, sur des plans de détail, mais qui soutiennent l'ensemble du dispositif, de savoir si on est en mesure de répondre à la crise. L'accompagnement, et j'en termine par là, vous n'avez pas toutes les compétences, même si vous êtes un super DSI, il y a forcément des éléments de compétences qui vous manquent. Ou alors, si vous êtes un super DSI, vous avez sûrement manqué de temps. Donc, c'est dans ces cas-là où il ne faut pas hésiter à s'adjoindre les services de partenaires fiables. Mais sachez exactement ce que vous voulez leur demander. Voilà. C'est vous qui êtes les maîtres de votre cybersécurité, c'est vous qui êtes les maîtres de la sécurité du système d'information. Donc, ça demande une réflexion. Et voilà. Si vous pouvez, pour un PCA, vous faire aider, pour une politique de sécurité, pour l'organisationnel, pour du technique, des pentests, voilà. C'est notamment, je pense au pentest, avoir les services d'un partenaire qui soit fiable et qui soit compétent dans le domaine, ça permet quand même de visualiser pas mal de choses, alors qu'on se croyait assez bien loti. J'ai le cas d'un client collectivité territoriale dont je me suis occupé à une époque et qui pensait avoir vraiment un bon niveau, il ne se considère pas comme exceptionnel, mais un bon niveau de cybersécurité. Bon, on a envoyé notre pen-tester pour un audit technique. En 2h30, il avait pris le contrôle de l'ensemble du SI, alors que le gars il avait cloisonné, il avait... Ok. Il y avait des failles quand même énormes, différentes. Sur le plan général, c'était bien conçu, mais il y avait des portes ouvertes partout. Donc, et ça, le pentest, ça vous permet tout de suite de mettre le doigt sur... Ah oui, techniquement, là, oui. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'en ai fini sur cette présentation. N'hésitez pas, même si c'est en marge ou en bordure de ce que l'on a pu voir. De votre expérience, les RSSI, il y en a à partir de quelle strate? Parce que c'est un poste qui me semble... Alors, RSSI, moi j'aime bien raisonner en termes de tâches RSSI. Quelle est la fonction, quelle est la tâche? Dans des petites structures, on peut considérer que le RSSI, on va diviser ça en 3 tâches, 2 ou 3 tâches, et on va confier cette tâche-là à tel personnel qui existe déjà, et celle-là à tel personnel qui a une appétence pour l'informatique, et qui, voilà, on va repérer, et c'est finalement la fonction RSSI qui va être comblée, qui va être assumée par des personnes qui ne sont pas RSSI, mais qui vont prendre cette responsabilité. Attention aussi à ne pas trop, et ça c'est quand les collectivités sont un petit peu plus grosses, à trop tronçonner la fonction RSSI. C'est-à-dire que ne pas avoir 10 tâches RSSI sur 10 personnes différentes, parce que là ça devient ingérable, et on ne peut pas suivre la sécurité
dans ces circonstances-là. Ça, c'est une première réponse. Une deuxième réponse, souvent, dans les petites collectivités, c'est aussi le DSI, donc, qui fait office de RSSI. Moi, je trouve que c'est une responsabilité importante à lui donner, parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, voilà, on lui demande d'évaluer lui-même l'opportunité de mettre un peu plus de sécurité. Si ça ne fonctionne pas bien, on va lui taper sur la tête en lui disant ça ne va pas assez vite, et puis ça ne marche pas bien. Et puis s'il y a une cyberattaque, on va lui dire bah alors tu ne fais pas ton boulot. Donc pour moi, c'est quand même compliqué que ce soit le DSI qui soit le RSSI. Mais parfois, il n'y a pas d'autres moyens. Il peut y avoir aussi, on peut coupler les fonctions RSSI et DPO. Sur le DSI. Et donc, voilà, ça ne fait pas forcément un ETP, mais voilà, on va dire qu'il y a un demi-ETP sur la DPO, un demi-ETP sur le RSSI. On peut aussi avoir des RSSI partagés entre collectivités. C'est-à-dire que dans des communautés d'agglomération, on peut se dire, bon ben voilà, il y a 10 municipalités, elles vont se partager un RSSI. Encore une autre solution, vous pouvez externaliser. Et vous pouvez même l'externaliser, le partager. Après, bon voilà, il faut voir ce que l'on peut s'offrir et ce que l'on peut mettre en place. Et puis, mais c'est vrai que la consigne, c'est souvent, il faut avoir un RSSI. Il faut un pilote de l'avion. Il faut quelqu'un pour pouvoir piloter le système.